Bonjour à tous, donc je suis Julie Braski, chef de projet chez Ecotonia. Je vais vous présenter à 3 voix avec Eric Dedonvert et Louise Bartod 3 retours d'expérience sur la gestion de la banque de graines suite à l'élimination de plantes exotiques envahissantes. En effet, c'est un sujet relativement peu abordé, mais pourtant un sujet majeur pour la gestion des plantes. Le vecteur principal est la dissémination par les graines. Une fois les semenciers, donc les individus des espèces exotiques envahissantes éliminés, la question se pose de comment gérer la banque de graines qui, elle, peut survivre parfois plusieurs années dans le sol, voire même des dizaines d'années. Ici, on a un exemple avec le Datura et un retour d'expérience mené par Derven, des germinations qui reprennent relativement précocement après différents panels sur la survie de la banque de graines des diverses espèces envahissantes, qui peuvent aller d'un an à plus de 5 ans, par exemple, pour les griffes de sorcière et le à plus de 40 ans, le raisin d'Amérique. Concernant ce retour d'expérience sur les griffes de sorcière, d'abord pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Carpobrotius. On a 2 sous-espèces principalement, Carpobrotius edulis et Aphinia sinaciformis, qui sont des plantes succulentes qui ont tendance à faire des grands tapis monospécifiques, comme vous pouvez voir sur l'image de droite, qui recouvrent plusieurs hectares. Ce sont des plantes originaires d'Afrique du Sud qui ont été introduites dans les climats méditerranéens, qualité ornementale et notamment fixatrices des zones sablonneuses. Elles sont très performantes envahissantes par les différentes stratégies qu'elles déploient pour par pollinisation, autogamie, végétative, dont chaque fruit peut disséminer plus de 1000 à 2000 graines, donc c'est relativement efficace comme stratégie. Plus cette plante a plusieurs effets collatéraux, de par l'augmentation de la nécromasse, donc sous forme de tapis, ces grands tapis monophysés. Elle va aussi induire des processus chimiques de modification du sol, donc une baisse du pH, de la teneur en sel, du taux d'humidité. Ils vont agir à avoir des phénomènes de compétition avec les plantes indigènes et d'inhibition de la germination des plantes indigènes. Également des effets collatéraux sur les pollinisateurs et sur la faune du sol. Plus précisément, ce retour d'expérience s'inscrivait dans le programme de restauration écologique de l'île de Bagot, qui est une île en réserve biologique intégrale dans le parc national de Port-Croix, situé au large de... Bon, l'île a été constituée comme un laboratoire à ciel ouvert. Des expériences d'éradication parallèle de la griffe de sorcière, également du rat noir, ont été menées pendant 10 ans et qui a impliqué la collaboration de nombreux partenaires de recherche, gestionnaires, associatifs, financiers. Donc, le projet avait débuté en 2006 par des études de faisabilité, notamment sur quelle méthode employer pour l'éradication des griffes de sorcière. Et le programme d'éradication a été mené entre 2010 et 2012 et se sont poursuivies les opérations de biocontrôle jusqu'en 2020. Ils se poursuivent d'ailleurs toujours à l'heure actuelle. Donc ici, sur la gauche, vous pouvez voir une cartographie des zones envahies par la griffe de sorcière. Et la méthode qui a été retenue, finalement, c'était l'arrachage manuel des individus des semenciers de griffe de sorcière, juste en tirant et en arrachant les individus. Et les rémanents ont été laissés sous forme d'andins sur place, d'une pour limiter l'érosion des fortes pentes, et également pour éviter la dissémination de tous les rémanents. Il faut savoir qu'on avait, comme je vous le dis par la suite, plus de 40 tonnes arrachées,
sur cette île où la logistique était compliquée, il a été choisi de les laisser sur place à sécher avec les racines en l'air. Également un arrachage manuel pour les zones en falaise avec l'emploi d'une entreprise de cordistes. Et donc, la litière a été ratissée sur les premiers centimètres, là où se concentrent les graines de sorcière. Et un géotextile en fibre de coco a été posé dans les zones les plus abruptes, pour limiter l'érosion et le lessivage de la banque de graines, même des espèces indigènes lors des pluies d'automne. Donc en synthèse, on avait arraché plus de 40 tonnes de matière d'espèces exotiques envahissantes sur environ 2 hectares de surface. Les coûts varient énormément selon la topographie de l'île, des zones, de 25 000 € environ sur les zones planes à plus de 100 000 € pour les zones en falaise qui nécessitaient l'emploi de cordistes. Les opérations, elles se sont menées entre septembre et février. Ensuite a eu la seconde phase avec les opérations de biocontrôle et donc d'arrachage des germinations des sorcières, qui a nécessité près de 130 jours hommes, 65 000 € de suivi. À négliger. Ici, je vous présente le graphique du nombre total d'individus arrachés. Vous voyez, la première année post-éradication, on avait jusqu'à encore 17 000 germinations de griffes de sorcière. Environ 8 individus par mètre carré, qui a ensuite drastiquement diminué les années suivantes pour se maintenir sous un seuil de 1000 individus. Et les derniers résultats, donc, qui datent d'il y a quelques semaines, communiqués par le parc national, indiquent que sur 12 ans, 2023, on observe quand même 375 individus sur 4 mètres carrés, mais sans observation de fructification et de graines. Ça reste encourageant, mais même 12 ans après éradication, le suivi doit... Ici, rapidement, les résultats qui avaient été présentés dans un article publié en 2020, MBE, où on observe donc une baisse drastique du recouvrement des griffes de sorcière suite aux arrachages intervenus jusqu'en 2012. Un recouvrement du sol nu qui avait augmenté puis qui rediminue en cours des années, car on a observé un recouvrement de la végétation qui est revenu à son point de départ, avec cependant une richesse spécifique des espèces indigènes qui, elle, a près de doublé. Avant le contrôle, on observait une douzaine d'espèces par quadrat, et après contrôle, en plus d'une. Ici, quelques illustrations pour se rendre compte de l'efficacité de la méthodologie, avec une forte érosion les premières années, et ensuite une recolonisation spontanée de la végétation indigène. En guise de conclusion, on observe un épuisement progressif de la banque de graines, mais qui nécessite tout de même un maintien du suivi écologique, de la veille écologique sur plus d'une dizaine d'années, à prendre en compte par les porteurs de projets dans le cadre de la gestion de cette espèce, et des coûts et des difficultés d'intervention qui varient énormément selon la topographie, le type de sol, propre à chaque cas d'étude tout de même. Je laisse à Eric pour le retour d'expérience sur les solidages. Bonjour à tous. Morgane, je te montre mon pouce à chaque fois qu'on change le diapo, d'accord? Alors, je ne vais pas te voir, Eric, car je vais le mettre en plein écran. D'accord.
Donc, si. hein, c'est bon? Alors, procède au partage. C'est bon, tu le mets en diaporama? Voilà, c'est bon et je te vois bien, Eric. Ok. Diapo suivante. Donc, c'est une expérience qui a été faite sur les solidages par Flore. À l'époque, c'était Arbre et Forêt et Acer Campestre qui ont mené cette opération dans un cadre où on était avec comme acteur, on avait le financement par EDF dans le cadre de mesures compensatoires et on était sur la réserve naturelle régionale. Si tu peux changer de diapo. Donc, c'était avec des solidages géants, donc verge d'orge, gerbe d'orge. Donc, c'est des plantes qui ont été introduites en Europe pour des raisons ornementales et qui ont été développées pour leur capacité mellifère. Ce sont des astéricées vivaces qui forment des colonies denses et hautes dans les zones humides avec une forte multiplication végétative et une multiplication par graines sur les zones remaniées, décapées par les crues ou autres méthodes. Elle concurrence la flore locale avec une très forte dynamique de colonisation, avec une quantité de semences extrêmement importante. On peut aller jusqu'à 1900 graines par fleur. Et le sol contient une très importante banque de semences qui, heureusement, ne dure pas très longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a possibilité de faire une immersion longue, c'est le meilleur outil pour limiter l'expression des semences et réduire les rhizomes. Suivante. Dans notre cas, on ne pouvait pas faire d'immersion complète puisqu'on est dans la plaine glaciaire remaniée par les crues du Drac, juste au-dessus de Grenoble, donc avec un substrat graveleux et une forte colonisation. Suivante. Et donc, ce que j'avais dit, c'est l'ARNR du Drac, c'est le site de l'ARNR du Drac qui était gestionnaire du site. EDF était financeur et Acer Campestre était maître d'œuvre. Les travaux ont été réalisés par Arbre et Forêt. Le secteur possède un énorme enjeu de sécurisation des personnes et des biens, donc il est broyé par secteur tous les 2 ans, et ce broyage favorise la dissémination des espèces exotiques envahissantes, solidages, astères américains, ainsi que budleia et robinier. Sur le secteur traité, on était aussi en présence d'Inula helvetica, et donc c'était ça un des enjeux, c'était de cette plante protégée qui était présente aussi dans les secteurs de solidage, et c'était toute la complexité du travail qu'on a dû mener. Diapo suivante. Donc, on a fait 3 interventions différentes en fonction des typologies d'invasion par les solidages. On avait des zones de présence disséminées, parfois denses, de solidage, sans la présence d'inules de Suisse. Et là, on a travaillé avec des fauches à la débroussailleuse en étant sur des fauches très préservatrices de la concurrence, 2 fois par an avant floraison. Et puis, dans des zones de présence disséminée, parfois denses de solidage avec présence d'Inula helvetica, on a fait des fauches manuelles à la serpe, préservatrices à la fois des Inula et des autres flores locales, 2 fois par an avant floraison. Et puis, on avait des zones de présence quasiment monospécifiques de solidage, sans Inule de Suisse. Et là, on a fait une expérimentation d'étrépage après fauche. Je précise à ce moment-là que ce genre de travaux de fauche très précises nécessitent du personnel qualifié et du temps, avec un besoin de financement tout à fait adapté à la technicité de ce travail. Diapo suivante. Dans les interventions de fauche, dans les zones de présence disséminées sans inule de Suisse, les fauches à la débroussailleuse préservatrice 2 fois par an avant floraison, les périodes de fauche sont adaptées à la montée des premières grappes de capitules. C'est-à-dire que dès qu'on voit apparaître les premières grappes, il faut intervenir. Et il y a 2 remarques extrêmement importantes à prendre en compte. Avec les automnes chauds, une 3e fauche est parfois nécessaire. Et 2e remarque, que si on fauche en période de floraison, ça n'empêche pas la pollinisation par Apis melliflora et la création de semences. C'est-à-dire qu'une fois la fleur au sol, Apis melliflora est encore
aptes à venir faire de la pollinisation. Et donc, on a quand même un développement de la banque de graines. Donc, il est vraiment fondamental d'intervenir de façon précoce dès la montée des capitules. Diapo suivante. Donc là, vous avez le travail qui est fait avec le plus de précision possible, sachant qu'on n'est jamais, la perfection n'existe pas dans ce genre de milieu, mais on essayait d'être le plus proche possible des plantes qui étaient à préserver, tout en mettant au sol les solidages, en essayant de travailler avant la floraison. C'était un peu difficile les premières années. Suivante. Donc, dans les zones denses avec inules de Suisse, c'était une fauche manuelle, préservatrice à la fois des inules, mais aussi des autres flores locales, 2 fois par an, comme pour les zones qu'on traitait à la débroussailleuse. Les périodes de fauche, bien entendu, même chose, on les adapte à la montée des premières grappes de capitules. Première remarque, c'est un travail délicat qui demande un personnel formé et qui nécessite un temps important. Et deuxième remarque, la fauche au démarrage de la montée à fleur des solidages se fait à une période où l'inule de Suisse n'est pas nécessairement en fleurs, ce qui rend la reconnaissance malaisée. Donc, il y a vraiment un besoin de compétences des personnels et d'un travail qui se fait calmement et tranquillement pour pouvoir éviter d'avoir un impact fort sur les inules de Suisse. Diapo suivante. Dans les zones où on a proposé de faire un étrépage, ce sont des zones de présence très forte de solidage, sans inules de Suisse. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un étrépage à la mini-pelle sur des petits secteurs délimités, de 3 secteurs de 400 mètres carrés. On a fait un décaissement sur 10-15 cm avec exportation des matériaux. Et on a fait quelques définitions manuelles précises pour être sûr d'enlever l'ensemble des rhizomes. Derrière, on a fait un ensemencement avec un mélange adapté au site sur 2 des 3 zones décapées. Donc, on était vraiment sur un ensemencement adapté à des zones humides inondées régulièrement et transitoirement sur substrat grave. Et on a laissé un secteur donc, qui était sans semis pour faire une expérience. Suivante. Donc là, vous voyez le travail qui est fait à la débroussailleuse avant l'étrépage. Diapo suivante. Donc là, le travail d'étrépage qui a été mis en place. Aujourd'hui, je ne préconiserai sûrement pas une exportation des matériaux, mais l'enfouissement de ces matériaux sur site à 1 mètre de profondeur. Sauf en cas d'obligation, parce qu'il y a un travail de chantier derrière où il faut faire une exportation, parce que derrière, des terrassiers vont réaliser une opération de génie écologique ou de génie végétal nécessaire ou un autre aménagement. Photo suivante. Donc là, vous voyez les zones qui ont été ensemencées après étrépage. Donc, on a fait un travail relativement fin, c'est-à-dire qu'après étrépage, on a quand même fait l'ensemble des éléments nécessaires, c'est-à-dire crochetage, ratissage, pour finir complètement l'enlèvement des rhizomes et ensuite faire un semis adapté. Diapo suivante. Donc ça, c'est la zone qui n'avait pas été réensemencée et sur lequel les solidages sont revenus. Mais par contre, on n'a malheureusement pas eu de la présence d'inules de Suisse sur cette zone-là. Donc, on a continué à faire le travail après manuel d'entretien de cette zone. Diapo suivante. Le coût de l'opération, c'est une opération qui a été faite entre 2017 et 2020 avec 6 passages en fauche. La fauche à la débroussailleuse était précautionneuse, était à 0,25 € du mètre carré. Donc, on a eu un coût total à 1,50 € à cette époque. Je dirais, aujourd'hui, on pourrait être entre 1,8 et 2,2 € du mètre carré. Pour la fauche manuelle à la serpe, on était à 0,45 € du mètre carré. C'était le chiffre de l'époque, mais c'était largement insuffisant. Donc, au total, pour 3 ans, on a eu un chiffrage à 2,7 € du mètre carré. Et je dirais qu'aujourd'hui, en actualisant, on devrait être
entre 3,5 et 4,5 € du mètre carré pour 6 passages. Et si effectivement, avec les printemps chauds qui nous arrivent, les automnes chauds qui nous arrivent de plus en plus, envisager un troisième passage et donc prévoir peut-être en termes de maîtrise d'ouvrage des financements qui sont entre 5,3 et 6,75 € du mètre carré. Diapo suivante. Bilan et perspective. Pour la fauche, les solidages au bout de 3 ans et 6 passages, le constat est un faible taux de repousse, avec des zones de résistance qui sont souvent en bordure des phragmités. Pour les inules de Suisse, la fauche précautionneuse n'a pas dégradé les populations, mais il n'y a pas eu d'augmentation, ce qui est normal, parce que on est sur des zones où il y a d'autres espèces qui sont déjà en place, des graminées entre autres, et que ça correspond au fonctionnement de cette espèce de ne pas pouvoir se développer dans une zone où les graminées sont déjà en place. Et puis, le problème qu'on a eu, il semble, alors c'est plus une observation qu'un constat scientifique. Il semble que la fauche tardive de fin juillet, début août favorise l'émergence des astères américains. Et donc, lorsqu'on est obligé de faire un troisième passage sur les solidages, il est conseillé de faucher les astères avant floraison. Donc, il y a peut-être des choses à étudier de ce côté-là. Donc, moi, je ne suis pas scientifique et je donne le ballon à mes collègues scientifiques pour ce sujet-là. Diapo suivante. Sur les trépages, après trépage et ensemencement à 12 grammes au mètre carré, quasiment pas de repousse. On a suivi durant 2 années avec un arrachage manuel. Le montant des travaux était de 4,7 € du mètre carré, sans compter les suivis. Le montant était largement insuffisant. Je dirais qu'à l'époque, le coût réel était entre 6 et 7 € du mètre carré, et je dirais qu'actualisé en 2024, il faudrait compter de 8,5 à 11 € du mètre carré. Et donc, je précise qu'il faut privilégier l'enfouissement plutôt que le déplacement. Diapo suivante. Et au niveau des propositions de gestion, dans ce type de milieu, donc milieux qui sont régulièrement rénovés soit par du broyage, soit par des crues, etc., je dirais que sur les zones à enjeux spécifiques, avec des plantes protégées, la technique avec la fauche manuelle répétée, avec des personnels bien formés sur 3 ans au minimum, peut être efficace. Pour des secteurs à forte valeur paysagère ou de petite surface, ou dans le cas où un chantier va arriver derrière cette zone-là et où on veut limiter le risque de déplacement de l'espèce, à ce moment-là, les trépages peut être une bonne solution, malgré son coût. Donc, on peut l'envisager dans un certain nombre de cas. Et puis, pour le reste des zones contaminées, la question de la double ou triple fauche se pose. Possiblement mécanisable, mais je dis attention, derrière les fauches mécanisables, il y a énormément de dissémination de semences par les engins, donc ça implique d'avoir une précision énorme dans le nettoyage des engins après les fauches mécanisées. Et donc ces fauches, dans ces cas, de toute façon, qu'elles soient manuelles ou mécanisées, ces fauches durant au moins 3 ans. Et puis, attention, la mécanisation a un autre souci, c'est qu'il limite l'expression d'un certain nombre de concurrents des solidages. Donc, on arrive à des tapis de graminées, ce n'est pas nécessairement ce qui est cherché. Donc, je dirais que ça dépend vraiment des enjeux de la gestion du site et bien s'adapter aux enjeux de la gestion du site. Je vous remercie de votre attention. Super, merci Eric. On a eu quelques questions dans la conversation. Je me permets de te les poser et puis comme ça, on passera à la dernière présentation de Louise sur la banque de graines juste après. Alors, une première question qui demande donc, comment ont été traités les rémanents des solidages? Les coûts incluent-ils leur prise en charge? Alors, on avait de la chance, on les a intégrés dans un traitement par incinération de renouée qui était un traitement global. Donc, on avait peu de mètres carrés de rémanents de solidage et qui sont passés globalement dans un programme renoué
où on stockait nos espèces exotiques envahissantes dans des bennes fermées et où ensuite elles étaient incinérées sur le centre d'incinération de Grenoble. Ensuite, on te demande, est-ce une débroussailleuse, enfin, qu'est-ce qu'une débroussailleuse préservatrice? Non, c'est le débroussailleur qui est préservateur. C'est pas la débroussailleuse. Par contre, on essaye de travailler. Là, on ne travaille pas avec des lames broyeuses, on travaille avec des lames Trident qui sont un peu plus précises dans le travail. L'idée, c'est à chaque fois de respecter le maximum la flore locale qui est déjà en place pour avoir une capacité de recouvrement des zones anciennement couvertes par les solidages et d'avoir un effet de concurrence qui fonctionne le mieux possible. Super. Et dernière question, avez-vous un ordre d'idée du temps que peuvent rester les graines de solidage dans le sol? Alors, nous, on est dans des secteurs qui sont où on a des passages d'inondation régulières. Donc, je dirais que dans ces secteurs-là, ils sont souvent déplacés. Alors, on a fait des expériences dans le même secteur de la réserve naturelle de Grac, d'ensemencement avec des expériences d'ensemencement sur des espèces protégées. Et on s'est aperçu régulièrement que les espèces protégées qu'on avait ensemencées ne germaient pas aux endroits où on les avait mises, mais à d'autres endroits, à l'aval. En fait, il y a une mobilisation par les crues qui est importante. Donc, sur ce secteur-là, je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit sur la durée de vie des graines. Ok. On demande également où est-ce que vous vous êtes fourni pour le mélange de graines et puis si vous avez déjà essayé la gestion avec l'éco-pâturage. Alors, nous, on n'a pas fait d'éco de pâturage, mais c'est une bonne idée. Mais il me semble que les moutons préfèrent manger les graminées plutôt que les solidages. Mais bon, si vous les contenez dessus, ça devrait marcher. Il y a des expériences sûrement à faire. Et puis nous, les deux fournisseurs de graines qui sont capables de fournir ce genre de choses dans notre secteur, c'est Zygène et Phytocem. Et dans le cas précis, c'était Zygène qui nous avait fourni ces graines. Super, merci beaucoup Eric. Louise, du coup, on te laisse. Je suis obligé de vous quitter parce que je suis en formation, mais s'il y a des questions qui arrivent, Morgane me les retransmettra après. Merci Eric. Bonjour, donc Louise Barthaud, Aquabio. Je commence tout de suite par m'excuser, je suis un petit peu malade et donc j'espère que ça perturbera pas trop ma présentation. Donc je vais vous parler d'une technique mécanisée pour gérer le raisin d'Amérique, associée à une autre technique, c'est celle du faux semis, qui est une technique qui est bien connue en agriculture pour limiter la germination des graines. Donc le raisin d'Amérique, c'est une grande plante vivace qui est originaire d'Amérique du Nord et qui a été introduite en Europe au XVIIe siècle pour l'ornement, et ses fruits étaient utilisés pour colorer le vin. Il est présent sur presque tout le territoire français et c'est une plante qui se reproduit par graines. La fructification commence dès la première année et un plant mature peut produire chaque année plusieurs centaines de fruits, et ce qui correspond à plusieurs milliers de graines. Les graines, elles sont transportées par les oiseaux qui sont peu sensibles à la toxicité du fruit. Et ces graines, elles peuvent rester en dormance dans le sol pendant plusieurs années avant de germer. Donc, il y a des publications des durées de l'ordre de 40 ans. C'est des essais qui ont été réalisés donc en partie sur les fonds propres d'Aquabio. Donc, on est un bureau d'études avec un statut SCOP, dont le cœur de métier, c'est l'hydrobiologie, mais qui compte aussi des spécialistes en gestion des ripiciles, des plantes invasives et en hydrogéomorphologie. Et donc, on a réalisé ces essais en partenariat avec 2 collectivités, le CISARC et la communauté de communes Cœur de Savoie, qui portent un plan d'action pour limiter la dissémination des plantes invasives sur leur territoire. Et donc, ils ont notamment financé les travaux et une partie du suivi. Et les travaux étaient réalisés par une entreprise en insertion, Champ des Cimes, qui vient de Savoie et qui fait des travaux paysagers, de la maçonnerie. Et donc, le site expérimental, il est situé dans la forêt domaniale de Prémarais-Villaroux,
C'est aux abords du lac de Sainte-Hélène en Savoie, et c'est une forêt qui est gérée par l'ONF. Alors, donc, vous pouvez voir sur la photo de gauche, en fait, le raisin d'Amérique, donc, il possède une racine tubéreuse qui a ses bourgeons, hein, qui sont localisés à la base des tiges, et c'est à partir de ces bourgeons qu'il y a de nouvelles tiges qui peuvent se développer, donc un peu comme une carotte. Alors, il y a une technique qui est bien connue, hein, c'est la section racinaire, donc c'est ce qu'on voit sur la photo de gauche, qui consiste à couper à la main la racine sous le collet. Et donc ça, c'est une technique qui est très efficace, hein, mais qui est efficace, enfin, qui peut être utilisée seulement pour des petites surfaces colonisées. Et donc, on a cherché à développer une nouvelle technique pour éliminer le raisin sur de plus grandes surfaces. Donc, c'est ce que vous voyez dans les photos de droite. Donc, c'est un essai qui a consisté à tester une récolte mécanisée des carottes, donc en cherchant à extraire, hein, un maximum de carottes à l'aide d'un engin tout en laissant le sol en place. Donc, on a utilisé un godet squelette. C'est les photos que vous voyez en bas à droite. Alors, le godet squelette, c'est un écartement d'environ 5 cm. Et Chandécime a adapté une grille de diamètre 2 cm à l'intérieur pour essayer de récupérer les carottes et laisser tomber la terre. Donc là, vous avez une diapo avec le protocole, hein, expérimental. Donc, au total, c'est vraiment une très grande zone envahie, hein. C'est une zone envahie de 700 mètres carrés. Donc, en mars 2020, on a fait un premier débroussaillage du site et on a mis en place des placettes. Donc, on a une dizaine, on avait 10 placettes, 5 avec le traitement, donc un seul type de traitement, ce traitement mécanique, et 5 placettes témoins. Et chaque placette faisait faisait 24 mètres carrés chacune. Alors, donc, le traitement, c'était une frange au tondeau broyeur, ensuite un passage grossier au godet sans la grille à environ 10 cm de profondeur pour essayer de récupérer un maximum de racines. Et ensuite, un deuxième passage fin avec la grille en tamisant le sol à 30 cm de profondeur. Et les rémanents, donc, ils ont été stockés sur une bâche, sur site. Donc, une bâche type bâche de jardinage, hein. Et donc, on a testé 2 modalités, ensuite, recouvert par la bâche ou non recouvert. Et après, donc, pendant 2 saisons végétatives, on a fait des ratissages des zones traitées toutes les 5 semaines. Alors, donc, avant de vous parler de la banque de graines, je vais quand même vous parler de l'efficacité sur la récolte des carottes. Donc, à l'état initial, dans les placettes témoins et les placettes traitées, on avait une densité de plants moyenne de l'ordre de 1 plant par mètre carré. Donc, c'est ce que vous voyez dans le graphe, hein, sur les témoins, hein, c'est la courbe en rouge. Donc, et cette valeur, elle est restée stable dans les placettes témoins. Et dans les placettes mécaniques, donc on a quasiment réussi à récolter toutes les carottes. On a eu quand même, seulement 8 repousses de carottes perdues pendant le chantier qui ont été enlevées en 2020. Donc, c'est la photo que vous voyez, hein, à droite, c'est-à-dire que manuellement, on a récupéré des morceaux de racines qui avaient été oubliés. Et on a 2 repousses qu'on a récupérées en 2021, un peu plus en profondeur, hein, qui correspondaient à des carottes qui n'avaient pas été prises par l'engin. Donc, et après, aucune repousse la saison végétative suivante. Donc, ça nous fait une dizaine de repousses. C'est quelque chose qui est gérable à la main, à enlever à la main. Alors, pour la gestion des rémanents, donc, comme je vous le disais, donc, ils ont été déposés sur une bâche. Et donc, en testant 2 modalités, hein, donc recouvrir une partie du tas et laisser l'autre partie à l'air libre. Et donc, sur les parties non recouvertes, donc on a eu des repousses. Hein, et régulièrement, donc on soulevait les bâches pour voir si on pouvait les soulever. Et en fait, il a quand même fallu maintenir la bâche pendant au moins 14 mois pour ne pas avoir de repousse. Alors, suite à ces essais, on a observé une très forte germination sur toutes les placettes traitées.
Donc notre hypothèse, c'était que le brassage du sol avait fait lever la dormance des graines lors des travaux, d'où l'idée de brasser régulièrement le sol avec un ratissage pour faire germer les graines et les détruire, un peu comme la technique du faux semis en agriculture. Et donc, je vous rappelle qu'une graine de raisin d'Amérique peut rester en dormance dans le sol pendant une quarantaine d'années. Donc, en fait, juste après les travaux, on a observé vraiment un véritable pic de germination. Donc, le nombre de plantules, il était trop important pour être comptabilisé complètement. Donc, on a extrapolé ce nombre de plantules à partir d'un décompte dans des quadras. Et on estime que le nombre moyen de plantules par placette traitée s'élevait à 14 000 dans le mois qui suivait les travaux. Donc, ça fait une densité de plants d'environ 600 plantules par mètre carré. Donc, quand on le compare au nombre de plantules dans les placettes témoins, donc ça c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite, il y a vraiment une différence significative. Donc là, c'est des comparaisons dans des quadras de 20 cm par 20 cm. On dénombrait une vingtaine de plantules dans les placettes traitées mécaniquement. Alors, dans ces quadras, alors que dans les placettes témoins, on était à 2-3 plantules par quadrat. Donc, après ce gros pic, on a pu comptabiliser là, vraiment le nombre total de plantules sur les placettes pendant 3 saisons végétatives. Et donc, on a établi un bilan final en juin 2023. Donc, en dessous, vous avez le premier graphe, donc le même que sur la diapo précédente, avec vraiment le nombre de plantules très important au premier passage, premier suivi. Et puis ensuite, vous avez un agrandissement sur l'autre graphe pour le nombre de semis par placette lors des suivis suivants. Donc, en 3 saisons végétatives, le nombre maximal de plantules, il s'élevait à quelques centaines de plantules par placette pour ces suivis suivants, ce qui est nettement inférieur à ce qui a été observé en juin 2020, juste après les travaux. Et donc, ce qu'on observe, c'est des variations liées à la saisonnalité et à l'hydrologie. Mais globalement, il n'y a plus de différence significative avec ce qu'on observe sur les placettes témoins. Alors donc, là, il y a les petites flèches rouges correspondent aux périodes où on a fait des ratissages. Donc, pour rappel, on faisait un ratissage toutes les 5 semaines, donc en 2021 et 2022. Et donc, on avait choisi cette durée de 5 semaines parce que c'est à partir de ce moment-là que les plantules atteignent un stade 5 feuilles. Et donc, elles sont déracinées facilement par le passage du râteau à ce moment-là. Donc là vous avez des photos d'une placette suivie dans le temps, donc un reportage photographique où on voit donc la première photo, c'est les raisins d'Amérique avant travaux, juste après les travaux, juillet 2020. Donc vraiment une explosion du nombre de semis de raisins d'Amérique, avec quasiment que du raisin d'Amérique sur la placette. Et puis ensuite, mai 2021, 2022 et 2023, beaucoup moins de plantules de raisins d'Amérique, là on les voit même plus, et une reprise de la végétation. Donc ça, on n'a pas fait de suivi sur le reste de la végétation. Alors donc, en juin 2023, on a fait un état final. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphique précédent, on a encore dénombré en moyenne une centaine de semis par placette en juin 2023. Mais c'est une répartition très hétérogène et c'est des semis qui sont majoritairement localisés au pied des arbres. C'est ce que vous pouvez voir sur la photo de droite. Donc, une des explications pour cela, ce serait des contaminations extérieures, parce qu'on ne pas oublier qu'on est dans une zone envahie. Donc, notre hypothèse, c'est que les oiseaux consomment les graines de phytolac à proximité et viennent utiliser ces arbres comme perchoirs. Et donc, c'est ce qui expliquerait qu'on a des plantules, des germinations sous ces arbres. Donc, si on fait abstraction de ces zones potentielles de contamination extérieure, le nombre de plantules devient proche de 0. C'est ce que vous voyez dans le graphe en rouge. Donc, c'est vraiment des toutes petites proportions. C'est une dizaine de plantules où il n'y a pas d'explication en fait à sa présence.
Donc pour conclure, hein, c'est un essai qui a été concluant sur les possibilités d'éliminer mécaniquement le raisin d'Amérique sur des surfaces importantes. On avait des rendements de l'ordre de 4 minutes par mètre carré et ça donne des perspectives intéressantes pour gérer la banque de graines via cette technique du faux semis, hein, qui consiste à faire lever mécaniquement la germination. Donc les perspectives, hein, c'est d'essayer de mettre en œuvre cette technique sur d'autres sites et surtout en grandeur réelle pour s'affranchir de ces fameuses contaminations extérieures en éliminant tous les semenciers et vraiment voir l'efficacité de la technique du faux semis, la confirmer, et aussi de tester sur différents types de sols cet outil et donc de tester aussi des outils mécanisés pour reproduire l'effet du ratissage sur des grandes surfaces. Et donc pour conclure sur nos 3 présentations, hein, donc qui concernaient la banque de graines, donc à Julie, Eric et moi. Donc la banque de graines, c'est vraiment un élément important à prendre en compte, hein, dans les chantiers d'élimination, surtout pour les plantes qui se reproduisent par graines. Il n'existe cependant pas de recette miracle. Les techniques doivent vraiment être adaptées aux espèces gérées. Et donc, ça nécessite de bonnes connaissances sur la physiologie et la dynamique des espèces et de continuer à explorer différentes techniques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Louise, pour ta présentation et puis pour cette conclusion de la série sur les banques de graines. Alors, j'ai vu passer une question. Donc, on te demande si la grille a été adaptée sur le godet squelette. Je pense que c'était au début de ta Ouais, c'est vraiment présentation. ça. Elle a été, mise à. En fait, ils ont vraiment adapté à l'intérieur du godet, en fait, la grille. Ils ont réussi à l'installer à l'intérieur. Ok, et après du coup Alain nous précise qu'il n'y a pas encore de retour disponible au centre de ressources sur le raisin d'Amérique, donc il reste à faire. Voilà, En donc tout il cas, nous, faudrait on trouver un prévoit d'en exemple faire un intéressant. dans l'année qui arrive. Ah bah super. Et je crois que c'était tout pour les questions. Je te remercie Louise et du coup on va pouvoir passer à la présentation suivante. Nadège, je te laisse partager ton écran. Oui. Nadège, on te voit dans le noir. Oui, j'ai un petit souci de caméra, je m'en excuse. Donc, si c'est tout bon pour vous, j'attaque. Oui.